Le Barça est-il la meilleure équipe d'Europe en ce moment? Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur la chaîne du Club des 5 pour un nouveau contenu. Une nouvelle semaine de football et on est très content aujourd'hui parce qu'on a vécu un week-end incroyable, un début de semaine tout aussi fou sur la planète football. On va revenir sur l'une des équipes les plus enthousiasmantes de ce début de saison et même de ce week-end, c'est bien sûr le FC Barcelone, vainqueur 4-0 lors du Classico face au Real. C'était donc samedi soir, une victoire qui a fait un peu, qui a été digne d'une détonation dans ce stade de Santiago Bernabéu et qui confirme le très très gros début de saison des hommes d'Hansi Flick et la métamorphose tactique et visuelle qu'on peut avoir avec ce Barça-là. Et on va y revenir aujourd'hui avec mon très beau plateau du jour, monsieur Elton Mokolo, tout frais et tout heureux. Salut Sam, salut Yacine et salut à toutes les personnes. Comment ça va? Écoute, ça va très bien. T'étais comment samedi soir devant la télé? Bien. Bien? Bien, oui. Évidemment, bah 4-0, ouais. Pas de... Bon, après, ça commence à devenir récurrent. Ah oui, donc, bah oui. Oh là 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 là. Non, je suis obligé de le dire. Là. Bah, je suis obligé de le dire. T'en avais déjà eu un en 2022 et là, t'en as un en 2024. Oui, avec le grand Pierre-Emerick. Exactement, donc c'est pas comme si, bah, évidemment, c'est un succès d'envergure. C'est un succès, moi je l'ai dit notamment sur les réseaux, c'est un tremblement de terre footballistique pour moi. La sagesse te gagne, hein, parce que je l'ai connu il y a quelques années plus folichon, on va dire. Non, mais c'est-à-dire que du côté du Barça, tu as aussi connu l'inverse. Oui. Donc, quelque part, je te dis pas que ça te permet de relativiser, mais quand tu as été des deux côtés, bah, forcément, tu apprécies beaucoup plus les victoires, mais il faut avoir du recul parce que il n'est question que de la 11e journée de Liga. C'est pas faux. C'est pour ça que je te dis la sagesse te gagne. La sagesse, c'est un exemple en face de toi. Yacine Amned. Enfin, pas toujours. Ça dépend des. Il y a la phase A et la phase B. Salut à tous. Ça va, Yacine? Ouais, ça va, tranquille. T'as pris plus de plaisir dans quoi? Le Classico ou le classique? Non, le classique, franchement, ouais. Ça a duré 7 minutes, donc plus de plaisir devant le Classico. Ouais. Parfois 7 minutes, c'est pas mal, hein, mais là, effectivement, comparé à ce qu'on a eu en face, c'était différent. Très content de vous retrouver les sociaux, ceux qui sont avec nous, bien sûr, sur la chaîne YouTube, ceux qui nous écoutent en podcast, hein, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci de partager ces moments avec nous. Et puis, n'hésitez pas, hein, si vous voulez réagir, d'ailleurs, ceux qui nous écoutent en podcast, si vous voulez réagir à tous les débats, vous venez mettre vos petits commentaires sous la vidéo YouTube pour poursuivre le débat, même après l'émission. On va donc rentrer dans le vif du sujet, démonstration de force à Madrid ce week-end, et c'est pas le Real qui s'est imposé comme on l'a à un moment donné imaginé en début de match avant que la multitude de hors-jeux viennent contraindre leur plan. C'est bien le Barça qui s'est imposé 4-0, une démonstration de force, donc comme je le disais, parce que si les jeux étaient encore totalement ouverts à la mi-temps, Elton, la deuxième mi-temps a été totalement barcelonaise. Il y a eu un exemple de réalisme, un exemple de tout finalement, que ce soit dans la finition, dans le jeu, dans la lecture de la rencontre, tactiquement. Le Barça était au-dessus, le Barça mérite cette victoire et le Barça envoie un sacré message. C'est pas seulement une victoire dans un Classico, c'est un 4-0 au Santiago Bernabéu. Bah oui, c'est ce que j'ai avancé, à savoir que pour moi c'est un tremblement de terre footballistique ce qui s'est passé, parce qu'il était question du champion d'Europe, il était question du Real Madrid avec sa nouvelle recrue, et autant la victoire que la manière a beaucoup impacté parce que ça donne beaucoup de crédibilité au projet Blaugrana qui a été questionné cet été parce qu'il n'y a pas eu énormément d'arrivées. Il y a eu une arrivée, à savoir Daniel Mo, et tu peux même parler de Pau Victor, mais qui était davantage prévu pour le Barça B. Donc c'est un Barça qui était attendu au tournant parce que tu avais également un nouvel entraîneur. Et on avait beaucoup, entre guillemets, de questionnements à se poser sur le Barça et sa capacité à reproduire ce qu'il faisait depuis le début de saison à l'occasion des grands matchs. Et là, je vais te dire, tu as vécu ta plus grande semaine depuis 2015 avec une victoire face à ta bête noire en Europe. Le Bayern, t'en as mis 4, et face au rival de toujours, le rival historique, le Real Madrid, avec un 4-0 au Bernabéu. Donc par rapport à ça, oui, c'est une démonstration de force. C'est vrai que c'est pas parce qu'on est à la semaine d'Halloween que je dis ça, mais on a chassé un peu les vieux fantômes côté Barça cette semaine, avec, comme l'a dit Elton, ces deux succès. On reparlera un petit peu du Bayern, notamment à travers l'homme du match, Rafinha, mais c'est vrai que sur ce Classico, Yacine, ce qui a semblé impressionnant, c'est que le Barça donne l'impression d'être en avance par rapport au Real sur le processus. Alors qu'on parle d'une équipe en face qui est championne d'Europe, qui a, entre guillemets, juste intégré Kylian Mbappé dans son collectif, et de l'autre, un nouveau coach, pas beaucoup de nouveaux joueurs, mais en tout cas, une nouvelle tactique à mettre en place. On a l'impression vraiment qu'il y a une équipe qui a un an d'avance. Ouais, alors que c'est pas le cas. On a l'impression qu'ils assimilent très vite ce que Hansi Flick demande. Bon, malgré tout, sur le match, il faut quand même tenir compte un peu de la première période parce que le Real a quand même des occasions
notamment celle où Mbappé oublie Vinicius et puis celle où Vinicius oublie Mbappé, ça ne veut pas dire que le résultat final aurait été différent, parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe dans un match, mais le scénario en tout cas aurait été différent. Ça, c'est sûr. Après, il y a quand même des choses qui se sont passées, même sur cette première période, où tu as l'impression que, contrairement aux dernières saisons, et notamment les dernières, le Barça subit moins les choses, dans le sens où, même si le Real a été dangereux, même si le Real s'est créé des occasions, le Barça savait où il allait et n'a pas modifié son plan, entre guillemets, malgré quelques occasions, parce que tu peux toujours te dire, attention, il se crée quand même des occasions, on va peut-être faire autre chose, on va peut-être faire différemment, et ils ne le font pas. Et je trouve que là où Hansi Flick marque son territoire, dans le sens où ça va très vite, c'est qu'on a l'impression que aujourd'hui, tous les joueurs ont assimilé le rôle qui était demandé. Et on est dans une période, il y a plein de clubs où on demande du temps, où les entraîneurs demandent du temps. Et on se rend compte que finalement, c'est pas qu'une question de temps, c'est une question aussi de message, c'est une question aussi de savoir les joueurs que tu as, comment les utiliser. Et je trouve que ce que fait Hansi Flick aujourd'hui, tu posais la question au début, est-ce que c'est la meilleure équipe d'Europe? Peut-être qu'actuellement, oui. On n'en est pas loin en tout cas. Mais je trouve qu'il n'y a pas de choses extraordinaires dans le sens... Il n'est pas en train de révolutionner le football et d'inventer une nouvelle tactique ou un nouveau système. Mais chacun est utilisé avec ses forces et ils savent où ils vont. Voilà, je trouve que c'est ça le plus important, c'est qu'ils savent où ils vont. Oui, on n'est pas sur le Barça le plus standardisé possible, le plus, on va dire, Barça possible finalement avec l'ADN, mais on est dans une équipe qui quand même, comme le dit Yacine, utilise bien ses qualités, notamment balle au pied, y compris, on parlait du fait qu'en première mi-temps ça aurait pu basculer, mais on l'a vu que finalement il s'est sorti notamment à travers plusieurs stats après le match Elton, que le Barça, jouer le hors-jeu, savoir piéger l'adversaire là-dessus, c'est une spécialité cette saison. Et donc, c'est peut-être pas anodin qu'il y ait eu 8 hors-jeux pour l'attaquant de pointe du Real sur la rencontre. Donc, tout est fait pour que cette équipe soit, entre guillemets, mise en valeur. Après, attention, par rapport à cette thématique de l'identité de l'ADN Barça, moi je me méfie notamment de ces préjugés, parce que c'est aussi l'histoire du Barça d'avoir cette fameuse verticalité. Je vais dire, c'est même l'essence... Oui, mais quand je dis ça, on sait que le Barça aujourd'hui, dans la tête des gens, c'est le tiki-taka. Oui, mais attention, mais cette étiquette... Juste te couper de 10 secondes, c'est qu'il y a une chose, et je l'avais déjà dit, mais je vais le redire, chez les jeunes, au Barça, il y a un principe de jeu qui existe, dont on parle très peu, parce qu'effectivement, ça ne saute pas aux yeux. Mais quand un joueur au Barça a le ballon, chez les jeunes, sa première idée, c'est de voir la passe la plus profonde et la plus proche du but. Puis, si elle n'est pas possible, de se rapprocher. Et effectivement, si tu ne peux pas jouer vite vers l'avant, c'est de partir sur une position pour déséquilibrer l'adversaire. Et ce principe, c'est le concept du troisième homme. On parle, mais c'est quelque chose de très important au Barça chez les jeunes. Oui, c'est le concept du troisième homme. Je vous renvoie toujours à ce que disait Guardiola. Quand Cruyff l'avait, Guardiola expliquait que le premier joueur qu'il devait regarder, c'était Romario. C'était pas nécessairement le gardien, c'était pas nécessairement le milieu de terrain, c'était Romario. Quand tu regardes le Barça de Cruyff, il y avait déjà cette notion de verticalité. Le premier Barça 2009, il y avait cette notion de verticalité. Le Barça de Luis Enrique, avec la Mécène, il y avait cette notion de verticalité. Donc ça a toujours accompagné le Barça. Alors oui, bien évidemment, à certains moments, parce qu'il y a aussi une donne à prendre. C'est la réalité de l'adversaire qui te prive d'espace. Le Barça a dû s'adapter. Et en plus, avec ces types de joueurs, on en est venu justement à cette fameuse expression de tiki-taka. Mais originellement, le Barça a toujours eu cette volonté au cœur de son jeu d'avoir cette notion de verticalité. Et là, pour le coup, c'est davantage poussé à l'extrême parce que c'est beaucoup plus voyant, parce que c'est en adéquation avec le football de 2024 et c'est aussi en adéquation avec la qualité des joueurs. Je veux dire par là, quand tu as un Rafinha, quand il était corseté dans ce rôle d'ailier droit avec Xavi, c'était pas forcément sa meilleure qualité. Alors oui, il a le passeport brésilien, mais c'est pas nécessairement le Brésilien type Neymar. C'est un Brésilien avec d'autres qualités. Il a explosé dans le lit de Marcelo Bielsa par sa capacité justement à verticaliser le jeu. Même chose pour Dani Olmo. Dani Olmo, il a beau être formé à la Masia, il est passé à Zagreb, il est passé par le football de Red Bull, il connaît ça. Lamine Yamal également, même s'il est de la Masia, il a cette volonté de regarder le but adverse. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est beaucoup plus logique et Hansi Flick maximise notamment ses options avec des joueurs qui sont extraordinaires, parce que moi j'ai toujours avancé cette idée et pour le coup je ne le dis pas de manière opportuniste parce que le Barça a gagné 4-0 Bernabéu. Je disais déjà avec le Barça de Xavi lors de la deuxième saison, alors qu'ils avaient fait 0 titre, moi je disais le Barça a un top 5 effectif monde, top 5 effectif Europe, parce que
quand tu parles de joueurs qui sont présents dans la liste, c'est question de champions d'Europe, et question de joueurs qui ont marqué notamment les dernières années du football. Et donc par rapport à ça, quand en plus tu as un entraîneur qui a gagné un sextuple avec le Bayern, et ben le mariage est quand même pour l'instant bien réussi. Il faut que ça dure. Oui, parce que tu l'as dit, il y a eu tous les titres avec le Bayern, mais il y avait l'épisode sélection qui toujours était un caillou dans la chaussure, donc fallait repartir. C'est la première expérience post, on va dire, drame avec la Mannschaft, donc fallait aussi assumer pour Hansi Flick. Là où c'est très intéressant, Yacine, on en parle enfin, c'est qu'effectivement, il y a le 4-0 contre le Real, mais juste avant, tu as aussi le 4-1 contre le Bayern. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un one-shot, Elton, tu en parlais il y a 2 ans, le match avec Aubameyang où le Barça avait très très bien géré cette rencontre avec Xavi et avait mis 4-0 au Real, très bien, mais même si le Barça avait été champion cette année-là, si je dis pas de bêtises. En 2023, c'est l'année d'après. C'est l'année d'après. En 2022, il termine à une dizaine de points du Real. Mais en tout cas, on était encore une fois sur un peu un one-shot. Là, ce qu'on voit sur ces 2 matchs, c'est globalement, et ce qu'on avait vu aussi contre Séville, ça se duplique semaine après semaine. Donc c'est que ça va dans le bon sens, forcément. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les joueurs se sont appropriés le discours d'Hansi Flick, qu'il a trouvé les bons mots pour tout de suite faire prendre ce qu'il avait envie de mettre en place. Ce que disait Elton, les joueurs correspondent aussi à ça. C'est toujours pareil, quand tu prends un entraîneur, il y a les entraîneurs pragmatiques, dogmatiques, il y a les entraîneurs qui correspondent plus à un effectif. Je pense que Hansi Flick arrive au bon moment dans les qualités des joueurs qui sont présents actuellement. Tu es dans un football aussi, comme le disait Elton, 2024 et en fait c'est toute cette alchimie qui prend très vite, mais moi je continue de penser que c'est la qualité des joueurs mais aussi le message du coach, parce que c'est toujours pareil. Souvent je me pose cette question, quelle est comment dire, ce que veut mettre en place le coach. Ouais, voilà, quelle est sa part de responsabilité, en fait, ouais. Dans l'impact, parce que c'est vrai que c'est quand même les joueurs qui sont sur le terrain, etc. Et quand on voit que ça prend aussi vite, je pense qu'en fait tout le monde s'est trouvé, que le message passe bien. Évidemment que ce sera toujours pareil, parce qu'on est dans un football où ça va très vite et qu'il faudra en reparler dans 3 mois, dans 6 mois, etc. Mais aujourd'hui, il y a quand même des choses très fortes. Tu parlais de cette façon de jouer leur jeu. Voilà, il y a des choses qui sont très importantes qu'on identifie déjà dans ce que met en place Hansi Flick, que ce soit voilà. Après, il profite aussi parce que c'est pour tout le monde. Il profite aussi, par exemple, de l'efficacité aujourd'hui offensive qui te permet de gagner ces matchs avec des occasions, mais pas non plus pléthore d'occasions, et aussi de finalement valider ton travail par la victoire, parce que c'est aussi ce qui va amener les joueurs à croire en toi. Quand ton coach te dit de faire ça, et que on joue le hors-jeu et qu'il y a 12 hors-jeux pour l'adversaire, et que de l'autre côté, tu mets en place quelque chose offensivement et que tu marques 4 buts, bah, les joueurs continuent à te suivre parce qu'ils se disent bah, le coach il est dans le vrai, nous on est dans le vrai. Donc c'est toute cette alchimie et je trouve que bah, pour l'instant, en tout cas, ils ont l'air de s'être bien trouvés au bon moment. Oui, pour moi, je suis totalement d'accord avec ce que dit Yacine. Moi, j'ai toujours avancé l'idée que la marge de progression du côté du Barça se situait sur son entraîneur. Et c'est pour ça que pour moi, Xavi, à un moment donné, n'était plus l'homme de la situation. Quand bien même, il convient de respecter ce qu'a fait Xavi, parce qu'il est quand même sur une saison de champion d'Espagne à 88 points, une deuxième place à 85 points. Mais ça, il n'arrive pas au meilleur moment non plus. Exactement, ça, il faut respecter. Mais moi, j'ai toujours avancé qu'il fallait une culture de l'effort beaucoup plus poussée, et un élitisme. Et d'ailleurs, les retours qui reviennent justement de Barcelone, c'est qu'on est sur une ambiance de travail. Enfin, moi, je pense qu'on est sur une ambiance de travail comme on l'a plus vu depuis l'époque Luis Enrique. Donc ça commence à remonter, et il n'y a qu'à voir dans la préparation, dans le sérieux qui est affiché et qui se retranscrit. Parce qu'à un moment donné, quand on parle d'Hansi Flick, il ne faut pas seulement parler d'un entraîneur. C'est un entraîneur qui connaît toutes les composantes d'un club d'élite. Il ne faut pas oublier qu'il a été DTN de la formation allemande. Ça, c'est un passage que peu de personnes évoquent. Donc c'est pour ça qu'il a une connaissance notamment du football jeune. Il n'y a qu'à voir après le match contre le Real Madrid. Le dimanche suivant, il est en train de regarder un match du Barça Athletic. Il a été sélectionneur adjoint avec la sélection allemande, entraîneur adjoint avec le Bayern et donc entraîneur numéro 1. C'est-à-dire qu'il a connu toutes les étapes de la réalité, soit d'un gros club, soit d'une grosse fédération. Et j'oublie son passage en tant que sélectionneur. Donc, moi, quand je parle d'Hansi Flick, c'est... Oui, qui n'est pas sa meilleure pub, mais bon. Exactement. Moi, quand je parle d'Hansi Flick, c'est méthodologie.
Et ça, c'est quelque chose qui est très important et qui explique pourquoi le Barça est le plus à même à mettre rapidement ce que veut faire Hansi Flick, parce que logiquement, ça aurait pu prendre plus de temps, mais là, on voit des intentions qui sont marquées et c'est symbolisé notamment par cette capacité à jouer leur jeu, qui est sensationnelle. On a l'impression que les joueurs sont comme reliés par une corde invisible et qu'à l'instant T, sur des actions quand même de grande envergure, on l'a encore vu face au Real Madrid, ils sont capables justement de faire le pas d'ajustement qui permet aux et pas avec joueurs des madrilènes joueurs très expérimentés non plus. Exactement. On parle dans une défense, alors bien sûr il y a Diego Martinez, il y a Koundé qui ont plus de 25 ans, mais sinon il y en a un, il est en troisième il y a 1 an et demi quoi. Ah oui. Donc, et juste au-dessus, Casado est un peu plus vieux, il a 21 ans. Enfin, je veux dire, on est là aussi, encore une fois, on reste aussi dans cet ADN du Barça Elton. Je parle même pas du gamin qui est devant, d'arriver aussi à intégrer dans un collectif bien huilé des jeunes talents incroyables. Bah Yacine, pour le coup, il a déjà été confronté à eux. C'est que à un moment donné, quand on parle de la Masia, c'est un standard qui est inégalable par rapport aux autres centres de formation de la planète. Parce que moi, je l'ai dit dans un tweet, dans quel monde, la saison dernière, tu as 3 joueurs qui sortent du centre de formation et qui, non seulement vont finir titulaires ou alors joker en la qualité de Fermin Lopez, et qui, à côté de ça, en sélection espagnole, tu as Lamine Yamal qui est meilleur passeur de l'Euro, vainqueur de l'Euro, Fermin Lopez, vainqueur de l'Euro, meilleur joueur des Jeux Olympiques, qui a 21 ans, un peu plus jeune, vainqueur des Jeux Olympiques, et Koubarsi qui est titulaire dans l'équipe olympique, alors que Koubarsi... Et qui sort tout juste de la liste de l'Espagne à la dernière seconde. Qui sort parce qu'en gros, il a été préservé. C'est ça. Ça pouvait pas enchaîner les 2 compétitions, alors que Koubarsi a commencé dans le monde pro le 18 janvier dernier. Donc ça, c'est une réalité que aucun autre centre de formation ne peut connaître. Et donc, à partir du moment où tu peux travailler avec cette matière, eh ben, on a des joueurs qui sont beaucoup plus matures. Et on le voit avec Marc Casado, qui, l'année dernière, jouait la montée pour la 2e division avec le Barça Athlétique, donc le Barça B, en la qualité de capitaine, et qui cet été a fait la transition de la meilleure des manières possibles. Parlons de capitaine, parce qu'il y a un homme qui a été responsabilisé par Hansi Flick, un homme qui est un peu inattendu sur ce début de saison, pas en tant que joueur, parce qu'on sait très bien qu'il faisait partie de cet effectif et des joueurs importants du Barça, mais à ce niveau-là, et afficher autant de confiance sur le terrain, notamment dans cette fameuse semaine, on n'y croyait pas totalement il y a 3-4 ans. C'est Rafinha, bien sûr, qui est sur un nuage, qui a passé une semaine extraordinaire, un triplé en Ligue des Champions contre le Bayern. Je me suis quand même renseigné tout de suite. Je me demandais si c'est pas le premier joueur depuis Messi. Non, Lewandowski avait mis un triplé avec le Barça il y a 1 an ou 2 en phase de poule. Mais voilà, ça reste une performance extraordinaire. C'est vrai qu'Yacine, quand on voit Rafinha avec le brassard du Barça, qu'on le voit mettre un triplé contre le Bayern, qu'on voit ce qu'il fait contre le Real, ce but encore où le pauvre Louni il a encore mal au dos, et puis là on parle on va dire des moments vitrines, mais il y a tout le reste autour, tout le travail que fait Rafinha, la manière dont il s'est intégré dans ce collectif, l'importance qu'il a, notamment parler dans cette capacité du Barça à être réaliste, c'est très très costaud. Ouais, et c'est attribué encore une fois à Hansi Flick. Ouais, clairement, parce que là aussi, bon, nous, on est des fois dans les réactions à chaud des matchs et on va être très dur avec certains joueurs, des fois à juste titre. Mais le truc, c'est que moi, je continue de dire qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de mauvais joueurs, en fait. Il y a des mauvaises utilisations d'un joueur, il y a des mauvaises consignes, il y a des joueurs un peu limités, par exemple. Ouais, il y a des joueurs qui sont limités, mais quand on voit là, par exemple, le Rafinha d'aujourd'hui, il n'y a personne qui va me faire croire qu'il a progressé à ce point en 2 mois. Donc, c'est quoi l'histoire? C'est juste que le discours... Parce qu'on oublie aussi que le foot, il y a des relations humaines. Quoi qu'il arrive, c'est un travail, il y a ta relation avec le coach. Mais un coach, juste avec un simple discours, peut te donner une confiance qui t'amène à utiliser tes qualités au maximum. Donc, il y a ça. Il y a l'utilisation du joueur, il y a le collectif. Et là aussi... on en revient encore une fois à cette histoire de collectif et moi c'est le truc contre lequel je me bats tout le temps, c'est d'expliquer que un joueur est au-dessus ou un joueur porte le collectif. Moi je continue de penser que c'est l'inverse, c'est-à-dire que le collectif est là et le joueur à un moment donné donne un petit plus, mais c'est le collectif qui permettra à un joueur en fait d'être meilleur. Ça n'existe pas un joueur qui est bon tout seul. Et finalement, Rafinha, il tombe au bon moment. Ça veut dire, encore une fois, avec un coach qui a des principes, avec une équipe qui correspond à ça, le rôle qu'on lui donne, eh ben, ça lui permet de s'exprimer au maximum. Peut-être que lui en fait un peu plus aussi parce que, justement, il est en confiance, parce qu'il a des responsabilités, parce qu'il se sent bien. Et en fait, quand tu additionnes tout ça, ça donne le Rafinha d'aujourd'hui. Mais le Rafinha d'aujourd'hui, c'est pas... Enfin,
encore une fois, c'est pas un miracle, c'est pas d'un coup, un matin il s'est levé et il est devenu le Rafinha d'aujourd'hui. C'est juste qu'il y a plein d'éléments. Et pour terminer, parce que ça aussi, il faut en tenir compte, peut-être que ces 3 ans avant lui servent aujourd'hui aussi. Tu vois, on a trop l'habitude de réduire, tiens, d'un coup il est devenu bon, c'est lui. Non, peut-être que son parcours à lui, sa progression à lui, avait besoin de ça. Et Hansi Flick, le discours, l'apprentissage, la pression, le rôle, les responsabilités, ça donne le Rafinha qu'on voit aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas de miracle en fait, mais c'est une addition de plein de choses. Et c'est pour ça que, juste pour finir là-dessus, que ce soit Rafinha ou d'autres, nous on a des jugements sur des matchs parce qu'il faut analyser à chaud des matchs, des rencontres et on le fait. Mais c'est toujours un joueur, il n'y a pas de joueur nul en fait. Il y a des joueurs qui sont pas dans le bon collectif, pas au bon endroit. Oui, il y a quand même des joueurs nuls, c'est vrai. mais qui sont au bon endroit. Je voulais pas t'influencer avec mon geste de la tête. Mais qui sont aussi connectés avec les autres. Si Rafinha est bon, c'est grâce à lui, son travail, le coach, mais c'est aussi parce que la connexion avec les autres en ce moment, elle est bonne et que tout le monde arrive à s'entendre. Donc voilà. Mais par contre, effectivement, il n'y a rien à dire sur son début de saison. Il est excellent. Oui, parce que si le collectif sublime les joueurs, ça en dit long du collectif du Barça, Elton, quand on a la forme de Rafinha. Tu veux que je me positionne sur Rafinha ? Positionne-toi si tu veux. Rafinha est dans le top 3 des meilleurs transferts du Barça sur ces 10 dernières années. Oui, mais je veux bien te croire. Pourquoi je te le dis ? Parce que entre le rapport qualité-prix, quand tu vois par rapport au reste. Non, mais pourquoi ? Parce que je suis totalement d'accord avec Yacine, parce que pour moi, c'est l'histoire d'un travail continu. C'est-à-dire que pour moi, Rafinha est un grand transfert. Parce que déjà, il ne faut pas oublier que sur la saison 2022-2023, c'est un joueur qui est déterminant. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, on avait fait la tier list avec Nico. Sur la deuxième partie de saison, il est vraiment un joueur intéressant. Il est un taulier avec notamment en point d'orgue ses 3 buts en quart de finale contre le PSG. Et en fait, le problème quand on parle de Rafinha, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris Rafinha. Je m'explique, c'est que à partir du moment où il était brésilien, à partir du moment où il était ailier droit, on a beaucoup joué sur cette idée de filiation. Et force est de constater que quand il était ailier droit et que ça donnait pas forcément les meilleurs matchs. Par contre, je suis obligé d'être honnête, l'année 2024 de Rafinha est grandiose. Aussi bien avec Hansi Flick, bien évidemment, ça prend de plus grandes proportions qu'avec le Xavi, parce qu'il y a un mouvement qu'on n'a pas mis en avant et qui a eu un effet indirect sur Rafinha, c'est l'arrivée de Lamine Yamal. L'arrivée de Lamine Yamal qui, à partir du moment sécurise son côté droit, on aurait pu penser que Rafinha allait avoir moins de temps de jeu, mais c'est au contraire, Xavi a une réflexion différente en lui donnant un rôle un peu plus axial où justement il va le solliciter davantage sur des courses, sur sa capacité à verticaliser le jeu, et c'est comme ça que Rafinha, sur sa deuxième partie de saison, c'est un joueur qui a été déterminant. Et là, il est dans une certaine continuité parce qu'en plus de ça, il y a cette fameuse 3e saison, parce que quand on parle du Barça, quand on parle du Real, c'est le jugement permanent. Il faut apprendre à être un joueur du Barça, il faut apprendre à être un joueur du Real. L'évolution d'un Rafinha et même d'un Jules Koundé s'inscrit dans cette idée-là, à savoir que c'est des joueurs qui ont appris non seulement à être des joueurs du Barça, mais en plus à être des leaders de cette formation. Et là, on voit un Rafinha qui a été davantage responsabilisé avec ce rôle officieux de 3e capitaine, ce qui n'est pas rien à l'échelle du Barça, et qui décrit donc un Rafinha qui est influent dans cette équipe et dans ce club. Oui, parce que c'est intéressant que tu parles de Koundé, je peux même rajouter Lewandowski, il y a quand même une petite poignée de joueurs comme ça du Barça. Mine de rien, la saison 2022-2023, le mercato estival 2022, a posteriori... Exactement, oui, parce que c'est des joueurs qui ont mis un peu de temps à s'adapter au Barça avec tous les changements, etc. Dans un premier temps, qui ont été déterminants. Oui, je n'oublie pas que Lewandowski est meilleur buteur de Liga, je n'oublie pas que Koundé a été important dans la conquête de la Liga. Rafinha, même chose, je pourrais même ajouter Christensen qui est blessé. Ouais. Par contre, ils ont connu une saison qui ont été un peu plus compliquées pour différentes raisons. Rafinha se blesse contre Majorque, donc il a plusieurs semaines d'absence. Il revient dans une équipe qui ne tourne pas. Donc forcément, quand tu reviens dans une équipe qui ne tourne pas et qu'en plus tu n'as pas la même confiance affichée, ça prend un peu plus de temps. Mais pour autant, sur la globalité de leur étape du côté du Barça, ça reste des grands transferts. Sans vouloir faire de la poésie mal placée, mais j'ai peur que ma question soit un peu précoce, mais est-ce que ce Barça-là est vraiment aussi mature que prévu, au point qu'on peut se dire dès maintenant que cette équipe-là commence à arriver à maturité et qu'elle sera, pour le printemps notamment, un sacré candidat
à la Liga bien sûr, mais peut-être à plus haut, notamment à cette nouvelle Coupe d'Europe, Ligue des Champions. Pour moi, le meilleur est à venir et on n'a pas encore vu le Barça densifique dans sa. Donc on n'est même pas sur de la maturité pour toi là. Non, on est un Barça qui grandit beaucoup plus vite que prévu. Ça, c'est indéniable parce qu'il y a des joueurs qui ont digéré rapidement ce que voulait Hansi Flick. Et d'ailleurs, ça vaut ce que ça vaut. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on peut aussi avoir, il y a un cas de figure, et ce serait pas la première fois, où on a une équipe qui démarre en trombe et qui au cours de la saison va petit à petit rentrer dans le rang. Toi, t'as vraiment pas cette impression? Non, mais ça vaut ce que ça vaut parce que Pep Guardiola, il dit souvent des éloges appuyés envers les entraîneurs, envers les équipes qu'il affronte. Mais dès le premier match Barça-Manchester City en pré-saison, il dit qu'on est sur un Barça qui va donner de grandes choses. Et effectivement, sur la préparation, déjà, j'avais noté quelque chose qui était très intéressant et qu'on voit aujourd'hui. C'est le travail sans ballon qui, dès la tournée américaine, avait été de qualité. Donc pour moi, on est sur un Barça qui n'est pas encore dans sa phase de maturation parce qu'il y a des joueurs qui reviennent à la compétition. Il ne faut pas oublier que Frenkie de Jong est revenu à la compétition, Gavi est revenu à la compétition, il manque Christensen, il manque Araujo et que c'est un groupe qui est amené à se construire. Mais il va y avoir aussi des mauvais moments parce que ça fait partie d'une grande saison et d'une grande saison, ça fait partie d'une saison. Et moi, par rapport à ça, le Barça sera challengé là-dessus parce que aujourd'hui, tout va bien. On voit le Barça champion d'Espagne, on voit le Barça aller loin en Ligue des Champions. Mais je vais parler sous le contrôle de Yacine. Dans le football, tout est fragile. Oui, tout est fragile, tout va vite. On l'a vu cette semaine. Yacine Amned. Ouais, moi je suis d'accord, mais ils sont pas encore à maturité parce que de toute façon ça fait 3 mois que le coach est là et c'est pas possible. Mais en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que comme tu l'as dit, hein, on a vu des équipes faire des très bonnes premières parties de saison, des moins bonnes deuxièmes parce qu'aujourd'hui les saisons sont longues, c'est compliqué. Mais il y a surtout un élément, c'est que les équipes adverses vont désormais étudier ce que fait le Barça. C'est là où tu vois si une équipe elle est mature, c'est que le jour où il y aura une équipe en face qui va leur poser des problèmes sur leurs points forts, sur une façon de jouer qui est différente de ce qui se passe d'habitude, se dire bah voilà, on a vu que ce Barça-là est capable de ça, ça et ça, donc on va défendre de telle façon. Est-ce qu'ils vont être capables de répondre à ça? Et c'est un peu ça les moments clés de la saison parce que ces équipes-là, on parle souvent de City, etc., même de Liverpool. En fait, il y a 70% des matchs qui vont être gérés, alors des fois un peu moins facilement parce qu'il y a toujours des hauts débats, mais c'est finalement tes 25-30% de matchs de très haut niveau qui vont déterminer ta saison. Et sur ces matchs-là, il faudra voir le jour, là comme, tu vois, quand je disais tout à l'heure sur la première mi-temps du Real, ça change peut-être pas le résultat final, mais ça change en tout cas le contexte du match, si le Real marque sur ces occasions. Tu vois, ça, c'est une donnée importante. C'est-à-dire que, est-ce que dans un gros match comme ça, est-ce que le fait d'avoir pris un but, ça aurait changé quelque chose? Je ne dis pas que ça n'aurait pas changé, peut-être. Hein. Mais c'est là où on voit la maturité d'une équipe. Est-ce qu'elle est capable de répondre à ça? Est-ce qu'elle est capable de répondre à un autre problème d'un adversaire? Donc, c'est là qu'on verra sa croissance, sa maturité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, sur les matchs qu'on a vus, en tout cas importants, cette semaine notamment, elle a pas changé sa façon de faire. Par exemple face au Real et ça veut dire aussi que pour l'instant elle a l'air plutôt sûre de ce qu'elle met en place. Voilà. Sur la saison, j'ai envie de dire, si j'étais si fort que ça au Paris, je serais numéro 1, donc j'y suis pas. Donc je peux pas me projeter comme ça parce que là je dis ouais, c'est vrai qu'ils sont partis pour et ils sortent en quart ou en 8e de Ligue des Champions. Ça justifierait ton classement. Voilà. Exactement. Non mais voilà, il y a tous ces éléments et c'est ces matchs là un peu clés où on verra si réellement ils atteignent une maturité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont dans une belle progression. C'est une équipe quand même très jeune. Et que si ça continue comme ça, alors ce sera peut-être pas cette année, mais voilà, c'est les équipes qui vont s'inscrire comme on l'a vécu avec le Liverpool de Klopp. On est parti sur 2-3 ans où ça va normalement être très haut en Ligue des Champions, très haut en Liga. Voilà, sans problème. Et c'est très important ce que dit Yacine parce que l'objectif maintenant du Barça, c'est pas d'être seulement une étoile filante, c'est de pérenniser le projet parce que là on entre dans une phase qui va être très importante avec le retour au Camp Nou qui devrait se faire courant 2025. Donc aussi une situation les comptes du club qui va falloir aussi, une situation financière qui va être de plus en plus assainie, donc une compétitivité sur le marché des transferts qui sera logiquement plus importante. Et à côté de ça, tu as une base sur lequel t'appuyer. C'est aussi pour ça qu'Hansi Flick est arrivé, parce qu'on est dans l'idée que par rapport au mandat de Joan Laporta, 2021-2024, là on entre dans la deuxième partie où justement on va
solidifier tout ça pour être beaucoup plus compétitif et se rapprocher des titres, quand bien même tu as déjà remporté tous les titres nationaux, ça faut le préciser. Et attention à ne pas faire n'importe quoi pour pas replonger dans la même spirale. Ah bah oui, parce que en fait, les gens ils se rendent pas compte, mais Laporta il te dit le Barça il y a 4 ans, enfin il y a 3 ans, était en état de mort cérébrale. Il y a 3 ans. Et tu as déjà remporté tous les titres nationaux, tu as retrouvé le top 8 européen. Il y a d'autres clubs, Manchester United, Milan, qui sont passés par des étapes beaucoup plus compliquées. Manchester United, j'ai encore vu tout à l'heure, ils cherchent un nouvel entraîneur. T'en as qui sont morts. Et c'est une belle pub pour la chaîne YouTube du Club des 5, parce que vous retrouverez très vite un contenu sur le limogeage d'Eric Ten Hag et son petit passage à Manchester. Avant de passer à l'instant au tableau by Winamax, il te manque Ter Stegen, Elton, ou pas J'espère qu'il se rétablit bien. J'espère qu'il se rétablit jusqu'à bien, j'ai eu très peur quand même. Non, j'espère qu'il se rétablit bien et j'espère que oui, parce que c'est jamais bien quand t'as un gardien. Et le petit Iñaki va garder la place là. Pour l'instant, pour le coup, et ça, on parle, faut aussi avancer. Parce que l'arrêt qu'il fait aussi hors jeu sur Bellingham. Et ça participe. J'en ai pas vu beaucoup des comme ça. Ça participe à quoi? Ça participe aussi au très bon management d'Hansi Flick qui a tout de suite dit Iñaki Peña va jouer contre le Bayern et contre Séville, et en plus il a joué contre le Real. Donc manière de donner de la confiance à un gardien qui était quand même critiqué, notamment après la défaite contre Osasuna. Et c'est fou, le joueur, ou plutôt le gardien, cette semaine, il est bon. Il est bon parce qu'on lui a donné de la confiance, on lui a donné de la continuité. Et ça, c'est une différence parce que, évidemment, un gardien numéro 2 qui est intronisé numéro 1 en cours de saison, ce n'est jamais agréable. Mais je pense pas qu'Iñaki Peña soit un bidon complet. Je pense qu'il y a un juste milieu. Je pense pas non plus, effectivement. Allez, on va jouer les socios. Merci d'être avec nous, de nous suivre, de donner vos avis, bien sûr, dans les commentaires de la vidéo YouTube. Pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui nous écoutent, allez sur YouTube et mettez également vos petits commentaires si vous voulez réagir. On passe pour terminer à l'instant au tableau avec notre partenaire historique Winamax qui nous accompagne depuis tant d'années maintenant. On les remercie d'être à nos côtés. L'instant au tableau by Winamax, vous connaissez le principe. Déjà, je vous rappelle que jouer comporte des risques. C'est important de le dire. Si vous avez le moins de problèmes liés au jeu en ligne, n'hésitez pas à appeler le numéro là qui s'affiche justement en bas de votre écran. Je vous rappelle que l'instant au tableau by Winamax c'est un petit jeu organisé entre les chroniqueurs du Club des 5. Chaque émission, vous nous donnez un pronostic sur les matchs qui arrivent dans les 5 grands championnats européens ou les grandes compétitions internationales. Et si vous avez les bons pronos, vous avez les points associés à la cote de ce prono. Et ça nous permet d'avoir un petit classement. On se fera un point classement d'ailleurs rapidement là, sur ce début de saison pour voir justement qui vont être les... Ah bon là, magnifique, Fares Hachem comme d'habitude. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Aïe aïe aïe. Oh, c'est la... c'est pas un début de saison folichon. Bon, je suis podium. Je suis podium avec zéro pari, mais voilà c'est... Effectivement, on le voit, donc je les détaille pour ceux qui nous écoutent. Elton premier avec 6 paris, 3 points. Paris ça fait quand même un ratio pas ouf. Dernier Walid, 4 paris, 0 points. Et après, pas ouf non plus. Et après, on est tous là. Il y a quand même Moha et Robin qui n'ont pas fait fort non plus. Je vais m'y remettre moi bientôt d'ailleurs. Bon, vu que je suis bien placé, c'est bien que je redescende un peu. Donc je vais refaire des paris. On va commencer, on va parler sur la Liga, tiens. Sur cette émission, la Liga qui reprend ses droits ce week-end après le tremblement de terre, Elton. Donc on est sur une journée sinistrée, c'est ça, en Liga. Qu'est-ce que tu nous as concocté, toi? Le Barça, d'ailleurs, qui affronte l'Espagnol Barcelone. Alors, je conjure le Barça de Flick de ne pas mettre plus de 3 buts. Parce qu'en effet, je suis parti sur une multichance 1-2-3-0. À 3,60. À 3,60, parce que pour moi, le Barça devrait gagner contre l'Espagnol qui est promu, quand bien même ils ont un bon gardien. C'est risqué quand même, non, 1-2-3-0. Pourquoi? Je sais pas. Justement, c'est pour ça que je leur demande de s'arrêter à 3. Après, on est juste avant la Ligue des Champions. Parce que c'est un Barça qui, effectivement, tourne en ce moment à 4 buts de moyenne. Je vous rappelle que sur le mois d'octobre, c'est 21 buts marqués et 2 buts encaissés. Donc, c'est des chiffres qui font peur. Mais moi, je suis allé sur cette cote parce que, déjà, par rapport à la qualité de l'affiche, la cote du Barça est à 1,13. Donc, j'ai voulu chercher un challenge un peu plus corsé. Que le Barça fasse une PSG, quoi. Voilà, je suis allé sur une cote à 3,60. C'est-à-dire, on s'arrête de jouer à la 30e. Non. Ou alors, on suit un peu 1-0 jusqu'à la 60e et on déroule dans les 20 dernières minutes. Ok, bon, c'est 30 dernières minutes, pardon.
Ouais, mais le problème, c'est que tu as vu ce qui s'est passé au Bernabéu dans les 30 dernières minutes. Il peut y en avoir 5 ou 6 hein, de but côté catalan. 3,60, donc 1-2 ou 3-0 pour le derby, enfin lors du derby pour le Barça, plutôt, pardon. Donc à 3,60 le prono d'Elton. Yacine, c'est à toi. Il me semble qu'on va revenir sur les standards Amned. Évidemment. C'est-à-dire le bon match, bien nul, Ouais, bien sécure. Mais avec une cote intéressante. C'est quoi, du coup 3. La cote à 3, donc ouais. Séville Real Sociedad ce week-end. Ouais, match nul. Il n'y a pas Non. pas besoin de développer. Non, bah, je pense que voilà, c'est des équipes au milieu de tableau, il n'y a rien. Équipe Y a rien, mid, franchement. Ça peut finir par un bon 0-0 ou 1-1. Ça, c'est le match fera où non, tu te tracasses, tu regardes sur l'appli, tu vas vérifier sur Flashcore les résultats des deux dernières équipes. Toi, tu t'emmerdes pas, tu dis ouais, Non. 2-2, 1, voilà. Mais moi, en fait, comme je mets que des nuls, j'ai cherché le match. Tu vois, moi, je fais l'inverse. Je prends pas un match et je choisis la cote. Je regarde lequel est plus proche du nul. Le match qui sent le nul. Non, mais c'est vrai que tu sens le nul, toi, Séville Real Sociedad. C'est deux équipes qui sont en difficulté. La Real Sociedad qui a encore perdu contre Osasuna à domicile sur le score de 2-0. Séville qui avait perdu notamment du côté de Barcelone. Mais ouais, j'irai sur un match nul. Ouais, donc bon, ça on valide 3, la cote pour Yacine. Donc ce sera ce week-end, Séville, Real Sociedad, cote à 3 donc pour le match nul. Voilà pour l'instant au tableau by Winamax, les socios. Et on va refermer gentiment ce petit contenu, cette petite émission du Club des 5. Merci à tous les deux, déjà Elton Mokolo et Yacine Amned, d'être venus pour parler de cette belle équipe du Barça qui nous enthousiasme pas mal. On voulait parler du PSG, mais on s'est dit on le fera plus tard. Ouais, c'était pas la bonne semaine. Pas grand. Ouais, c'était pas exceptionnel non plus. Merci à vous, les socios, d'avoir été avec nous, de nous écouter en podcast, de nous regarder sur YouTube. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, bien sûr, à partager, à vous abonner à tous les réseaux sociaux. Merci à Fares Hachem qui a préparé cette émission et qui l'a réalisée, bien évidemment. On vous retrouve très très vite sur la chaîne du Club des 5 pour plusieurs contenus autour du football. Il y a de belles interviews, notamment, qui arrivent. À très vite. Ciao. Salut.